bienvenue dans l'interview Éco. Nous recevons cette semaine Sébastien Laye. Il est à la fois économiste et chef d'entreprise, président de Aslan. Sébastien Laye, bonjour. Bonjour. Merci d'être nos invités. Alors, beaucoup d'actualités et puis des inquiétudes en toile de fond. Pourtant, on ne peut pas dire que les États sont restés les bras croisés, que les banques centrales n'ont rien fait face à la crise. Il y a eu des milliards déversés, des plans d'investissement. Alors, ce redressement de l'économie, est-ce qu'effectivement, il est au rendez-vous après toutes ces initiatives ? Alors ces jours-ci, il est réel, il a été réel aux États-Unis au cours des derniers mois. En France, on a été un petit peu décalé dans le cycle. On a pris aussi une décroissance plus forte en 2020, moins 0,3%, alors que c'était à peine moins 3,6% aux États-Unis. Donc je dirais qu'aux États-Unis, quand on va sur place, on a presque le sentiment que l'économie est en surchauffe déjà depuis 6 mois. Et en France, c'est en train de venir ces jours-ci, on en reparlera, il y a des tensions inflationnistes. Non, mais la grande question, c'est de savoir si le narratif qu'on nous vend, qui est celui d'un cycle de croissance long à nouveau, est valable ou pas, ou est-ce qu'on a encore des défis qui viennent du Covid, ou peut-être de déséquilibre de notre économie pré-Covid, ou induits justement par les interventions de ces gouvernements, parce que ce ne sont pas des interventions qui sont anodines, on sait que ça peut avoir aussi des conséquences négatives, et le sujet c'est est-ce que ça nous envoie vers 2-3 années de croissance facile, ou est-ce qu'on va buter sur un mur assez rapidement ? Est-ce qu'il y a des failles dans le scénario ? Alors les milliards, ils sont là, est-ce que ça a bien ruisselé ? Est-ce que les bons acteurs les ont eus ? Est-ce que pour faire remarcher cette machine et puis aller dans le bon sens, on parle de développement durable, on a parlé de rénovation énergétique. Est-ce que ces initiatives se traduisent concrètement, pas seulement sur les marchés, mais dans l'économie aussi ? Alors d'abord, au niveau de l'intervention du gouvernement, il y a un trait commun, c'est qu'il y a une intervention des banques centrales, une injection de liquidité, ce qui était déjà peu ou prou le cas depuis la dernière grande crise financière. En fait, il y a eu des années d'arrêt, mais en gros, depuis une dizaine d'années, on va dire que nos économies sont quand même sous perfusion monétaire. Ça, c'est le premier point. Au niveau de l'approche pour aider les gens, il y a quand même des différences entre les pays. Regardez, en France, on a fait le choix d'aider directement les entreprises. Aux États-Unis, ça a été plutôt les ménages. Donc l'argent a ruisselé, mais peut-être pas exactement vers les mêmes acteurs. En France, ça a été vers les TPE, PME qui ont évité beaucoup de faillites. Aux États-Unis, ça a été vers les ménages. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on constate une frénésie de consommation au quotidien. On ne la voit pas, en tout cas moi je ne la vois pas dans les chiffres en France à l'heure actuelle. Et puis au niveau des risques, peut-être qu'on en reparlera, mais bien évidemment la grande interrogation, c'est l'inflation. On nous dit aujourd'hui, les banques centrales nous disent il y a une inflation, mais elle est temporaire, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Et puis après tout, quand on a 5 ou 6% de croissance dans un pays, c'est un peu normal d'avoir 2 ou 3% d'inflation. Mais moi je crois qu'il y a un risque d'inflation de long terme, et puis d'une croissance qui s'affaiblit après la période post-Covid. Et là, on retomberait un peu dans le cycle infernal des années 70. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelait la stagflation. La stagflation, c'est quand vous avez une relative stagnation économique, donc un peu de croissance, mais pas beaucoup, et une inflation qui est forte. Or, aujourd'hui, l'inflation, je crois qu'elle va bien au-delà des goulets d'étranglement après le Covid. Ce n'est pas juste une question de remettre nos usines en marche, etc. Je crois qu'il y a d'abord, il y a une financiarisation de beaucoup d'actifs. Quand on voit M. Castex, on parlait des prix du gaz, qui parle de bloquer les prix du gaz, c'est parce qu'en gros, le marché du gaz, des futures, des options dont vous parlez, ça s'est financiarisé ces dernières années. Et quand vous avez des banques centrales qui injectent des tonnes de liquidités, ça a un impact sur le prix du gaz et donc sur le pouvoir d'achat du Français moyen. Donc cette inflation embarquée par les interventions des banques centrales, je crois qu'elle va avoir beaucoup plus d'impact sur la vie quotidienne des Français, des Américains, que l'inflation qu'on a eue dans le système financier après la grande crise de 2008, où en gros c'était une inflation papier, c'est l'effet papier, l'effet richesse sur les actions et les obligations. Est-ce que les crises majeures dont on s'inquiète, vous y croyez? Vous pensez que ça va arriver? Je parle d'Evergrande, ce promoteur immobilier, le titre ce lundi est suspendu à la bourse de Hong Kong. Est-ce que la Chine va aller le sauver comme les États-Unis l'ont fait pour Bear Stearns par exemple? Alors la question c'est de savoir si les Chinois vont plutôt complètement abandonner Evergrande. Est-ce que ça va être le moment Lehman et pas le moment Bear Stearns? Parce que Bear Stearns c'est encore quelque chose qu'on peut qualifier de positif. Lehman c'était le moment de la chute. Je crois que tout le système immobilier en Chine est un risque systémique pour le gouvernement chinois. Et ils essayent de ménager la chèvre et le chou entre deux idées. Ils veulent lutter contre la spéculation, ils veulent éviter bien évidemment que si Evergrande s'effondre, il y a des risques dans leur système financier, mais en même temps, on voit qu'ils sont en train de reprendre la main sur le système. Ils veulent donner un signe. Le signe, c'est on ne peut pas s'enrichir de manière indue en faisant de la spéculation. C'est plus que ça, c'est du contrôle sociétal. On ne doit pas passer trop de temps à jouer aux jeux vidéo, etc.
Et donc, dans le cas d'Evergrande, je ne pense pas qu'il y ait un sauvetage organisé comme pour Bear Stearns. Je pense qu'ils vont laisser des pans entiers d'Evergrande s'effondrer, mais qu'ils veulent éviter la news, le headline systémique, un grand promoteur immobilier chinois fait faillite, etc. Donc je pense qu'ils sont capables de gérer cette crise-là. Ils vont le faire, c'est-à-dire qu'ils vont gérer en défaisance et vendre progressivement tous les actifs immobiliers d'Evergrande. Mais en tout cas, pour moi, ça dit beaucoup sur la faiblesse intrinsèque de la Chine. Je crois que la Chine n'est pas du tout la grande puissance stable qu'elle aime promouvoir à l'étranger. Il y a eu beaucoup de spéculations. C'est aussi une économie qui est fondée sur l'économie casino, encore plus que l'économie américaine par certains aspects. Et je crois que cette crise va marquer aussi pour l'Occident, un moment où on va réaliser que finalement le modèle chinois n'est pas si sain que ça et que les Chinois, notamment quand on regarde les chiffres, ne sont pas capables de faire ce basculement, vous savez, de ce modèle pur d'exportation, où en gros on était leur consommateur, à un modèle de consommation domestique. Parce qu'en fait, le domestique est probablement gangréné. On le voit avec la question de la promotion immobilière. Et le ralentissement de la croissance chinoise, donc c'est à prendre très au sérieux. Oui, mais alors c'est un ralentissement qui passe de 10% à 6-7%, mais on le voit dans le cadre d'Evergrande. Evergrande, c'est une mini-Chine en fait finalement, parce que c'est un promoteur immobilier qui est partout là-bas. Et ce qu'on voit, c'est que quand on fait de la croissance, qu'on s'endette beaucoup, s'endetter à ce niveau-là, nous avec une croissance à 1 ou 2%, ça tuerait une entreprise ou un État en 2 ou 3 années. Eux, ils ont été capables de le faire pendant 20 ans, mais simplement parce que dans leur business plan, ils intègrent une croissance à 10%. Si cette croissance à 10%, elle est à 5%, le modèle d'affaires d'Evergrande fait faillite, et le modèle d'affaires de la Chine ne fonctionne pas non plus. Il est complètement recalibré si cette croissance est vraiment plus faible. On parle beaucoup d'Evergrande à juste titre. Est-ce qu'il y a d'autres bulles spéculatives qu'on n'a peut-être pas appréciées à leur juste valeur, qu'il faut suivre de près d'après vous? Alors celle qu'il faut suivre le plus de près, notamment pour notre vie quotidienne, y compris ici en France, c'est celle sur les matières premières. On l'a vu sur la question du gaz, mais sur les matières premières alimentaires, prenez par exemple les prix du café, le café Robusta, son prix a doublé depuis le début de l'année. Autre secteur, vous en avez parlé d'ailleurs, à surveiller, celui du silicone, du silice, où les prix ont triplé. Donc il y a tout un tas de biens de notre vie quotidienne qui souvent ont été financiarisés aussi sous forme d'options ou de futurs, dont les prix s'emballent. Et à un moment donné, ça va avoir des conséquences sur nos chaînes de production et sur notre consommation quotidienne. Et c'est ça aussi qui peut casser la croissance. Parce que si vous avez une inflation trop forte, bien évidemment, même si vous avez une croissance qui est forte cette année, mais on n'a aucune certitude pour 2022 et 2023, si vous avez une croissance qui est juste moyenne et une inflation très forte, on l'a connu dans les années 70, de facto, ça a un effet sur la demande. C'est-à-dire que ça détruit la demande du consommateur. Et du coup, vous avez une croissance qui ralentit. C'est comme une boucle négative, finalement. Un petit point sur l'économie française tout de même. C'est peut-être un peu tôt pour tirer un bilan définitif des mesures. Mais est-ce que la réponse monétaire, fiscale du gouvernement, elle permet aux entreprises d'avoir fait le gros dos? Elles doivent déjà maintenant rembourser pour certaines les prêts, hein. Alors, la réponse monétaire, qui n'est pas celle du gouvernement, mais celle de la BCE, elle a été adaptée. Je crois que Mme Lagarde a été au rendez-vous pendant la crise. La question pour elle, c'est de savoir comment justement elle jugule cette inflation naissante, tout en continuant à soutenir un peu l'économie. Ça, c'est le premier point. Au niveau des aides directes aux entreprises, le dispositif, alors moi je l'ai critiqué au début, il a été un peu tardif, il n'était pas adapté en 2020, il l'a été en 2021. Ça nous a permis d'éviter une vague de faillite. On a fait un choix qui était d'aider directement les entrepreneurs. La grande difficulté maintenant, c'est comment on en sort, comment on déface ces mesures-là. On voit que, par exemple, les reports d'URSSAF, ils ont pris fin, par exemple, en août, et on commence à avoir les premières difficultés. Alors, on a évité le tsunami de faillite, comme on disait, la vague de faillite, elle n'aura pas lieu. Le risque, c'est qu'on ait de manière égrenée un petit peu comme ça pendant 2, 3, 4 années, justement des faillites progressives de gens qui ont été maintenus à flot par les aides, mais qui n'auraient pas dû ou qui ne peuvent pas s'en sortir ou qui ont des modèles d'affaires, par exemple dans l'hôtellerie, qui ne reviennent pas à la situation pré-Covid. Et donc le risque, c'est plutôt de perdre quelques points de croissance année après année à cause de ces réorganisations d'entreprises. En fait, on a un gigantesque travail de réorganisation d'entreprises à faire qui doit être aussi copiloté par Bercy, parce que c'est Bercy qui doit décider de mettre un terme à telle ou telle aide ou d'aider tel ou tel secteur. Et c'est vraiment un chantier titanesque. Et on ne va pas savoir en 2-3 mois finalement où on en est. On pourra faire le point sur cette question, pas avant 2 ou 3 années à mon avis. Et s'il y a un changement d'équipe politique, c'est un vrai défi par exemple pour un nouveau ministre de l'économie. Et je ne parle pas des canards boiteux, vous y faites allusion, mais on a vu au début de la crise qu'il y avait les entreprises qui avaient un petit peu de trésorerie de côté, d'autres non. Est-ce que, à la faveur, si j'ose dire, à la lumière de cette terrible crise de la pandémie, les entreprises ont de meilleurs bilans après avoir reçu notamment des aides publiques pendant cette période? En théorie, oui, parce que bien évidemment, quand ils ont reçu des aides, ils ont de la trésorerie. Le sujet, c'est est-ce qu'en face, on a création de valeur, création d'actifs? Non, rien du tout.
Et puis, certes, on a la trésorerie, mais on a des dettes de l'autre côté, puisque les PGE, par définition, c'est à rembourser. Les dettes sociales et fiscales aussi. Je prends l'exemple de ma société, on commence ça y est, à repayer les URSSAF. Mais en fait, pendant un an, on n'a pas payé d'URSSAF, alors parce qu'on ne nous demandait rien du tout. Mais en fait, on n'en avait pas besoin. Donc c'est l'extra trésorerie qui m'a été donnée et que j'ai gardé. Mais quand j'ai établi mon bilan, à l'actif, j'avais plus de cash puisque je n'avais pas à sortir d'argent pour des URSSAF, mais au passif, j'avais une dette sociale. Donc ces dettes sociales, il faut les régler. Puis il y a les dettes PGE, vous avez vu qu'il y a déjà des réorganisations de PGE et ça va continuer. Il y a très peu d'entreprises, enfin de deux choses l'une, soit les entreprises les règlent ces jours-ci, parce que c'est la sortie de crise, il n'y a pas de problème, elles repayent les PGE, parce qu'elles les avaient pris en fait de manière opportuniste, ou alors il y a un problème, et s'il y a problème, ça veut dire que sur les 2 prochaines années, elles vont demander des rééchelonnements de prêts. C'est-à-dire qu'au lieu de repayer en 5 ans, elles vont repayer en 6 ou 7, peut-être qu'elles vont moins amortir le principal, mais c'est là, vous savez, ce travail de restructuration avec l'État, avec Bercy, auquel je faisais allusion, qui va être vraiment un chantier titanesque, et s'il est bien géré, ça va bien se passer, on va gagner des points de croissance. S'il est mal géré, ça peut faire mal. Merci Sébastien. Là, ça fait pas mal en tout cas de parler avec vous. Très intéressant. Il est économiste, président d'Aslan et très utile, très intéressant pour décrypter la conjoncture du moment. Merci pour cet entretien. Tout de suite, on se retrouve pour un point bourse.